Nous sommes dans le Var, près de Draguignan. Ce matin, comme tous les jours depuis 8 mois, Eric et sa famille se réveillent dans leur mobil-home de 20 mètres carrés. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ça a été. Un peu froid, mais ça a été. Il y a encore un an, la famille vivait dans un appartement confortable de 80 mètres carrés à Nice. Ils ont tout vendu pour construire le rêve de leur vie, une grande maison en pleine campagne. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle sera finie pour Noël, la maison? Je crois pas qu'elle sera finie pour Noël. Je pense qu'on va passer Noël dans le mobil-home. Le rêve a tourné au cauchemar. La nouvelle maison leur a déjà coûté 120 000 € et ce n'est qu'un chantier inachevé. Regardez les enfants, honnêtement, voilà. Il a plu, il y a de la terre de partout, il y a des pics de partout, il y a des clous de partout, du ferraillage. Mes enfants, ils jouent sur la dalle en garage. Le constructeur les a laissés tomber il y a 3 mois. L'hiver approche et leur séjour dans le bungalow s'éternise. Le cartable. Papounet, pourquoi tu poses mon cartable dans la terre? Tu sais bien que j'aime pas ça. Depuis qu'ils habitent là, Lucie, leur petite fille de 3 ans, est devenue asthmatique à cause du froid et de l'humidité. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça tous les matins, faire ça. Et ça, c'est depuis que vous êtes dans le mobile? Matin et soir, ouais. Ah oui? Ouais. Allez. Ça, c'est les conséquences du froid. Mais bon, d'après le constructeur, nous sommes pas dans une situation inconfortable. Devenir propriétaire, construire sa maison, c'est un rêve que partagent de nombreux Français. Mais ce rêve peut vite tourner au cauchemar. À Marseille, ce sont des éboulements de terrain qui mettent en danger la vie des habitants. C'était comme une explosion. On a eu quoi? De la terre avec de la boue qui commençait à dégouliner dans la cour, dans le jardin. Quant à ceux qui ont acheté dans une grande copropriété, comme à Clichy-sous-Bois, difficile de s'en sortir. Les propriétaires sont écrasés par les charges et la cité est dégradée. Ascenseur en panne, immeuble vétuste. Il y a eu le feu. Il y a eu des gravats, ils ont foutu le feu. Les familles les plus vulnérables deviennent la proie des marchands de sommeil. La porte, jamais faire les... T'as vu les portes là? Des fois, les enfants qui mangent ça, tout le temps, nous tous, on est malades. La course au logement génère aussi un drôle de business. Le chantage au permis de construire. Avec des plaintes fantaisistes, des particuliers parviennent à bloquer des milliers de chantiers en France. Ils demandent des sommes astronomiques aux promoteurs pour retirer leurs plaintes. On est en face d'un système mafieux. On est racketté, c'est du racket. Alors, comment s'en sortir quand on a été arnaqué par des promoteurs ou des constructeurs malveillants? Comment déjouer les pièges? Retour dans le Var, sur le chantier d'Eric. C'est sur ce grand terrain de 5000 mètres carrés qu'Eric et sa femme souhaitaient construire leur belle villa de 160 mètres carrés. Une maison qu'ils ont dessinée eux-mêmes. La maison de nos rêves. La maison de nos rêves. Bah voilà, vous avez le rez-de-chaussée en bas, et avec l'étage en haut pour nos enfants et la chambre d'amis, puisque cette maison a été conçue à la base pour recevoir du monde. Pour réaliser la maison de ses rêves, Eric a fait appel à un constructeur local, réputé très sérieux. Mais au bout de quelques semaines, une multitude de malfaçons apparaissent sur le chantier. Les sols du salon et du garage ne sont pas droits, les briques sont mal collées et les fenêtres ne sont pas consolidées. Le maçon qui est venu sur ce chantier-là a oublié de mettre du béton dans ce linteau. C'est complètement inadmissible. Quelles sont les conséquences de ça? Eh ben, c'est que ça s'effondre. C'est pas compliqué, c'est pas du parpaing, c'est très efficace. Mais si on fait ça, voilà, on fait comme ça, il n'y a plus de briques. Alors imaginez que sur ce que je viens de faire, où j'ai pas lancé, ça s'est cassé en deux, imaginez le poids de la maison, au fur et à mesure des années, ça va s'affaisser et ça va s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. La cuisine extérieure menace aussi de s'effondrer.
Et à fur et à mesure des mois, eh ben, la terre, elle s'enfonce. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça commence à se casser. Pourquoi? Bah regardez, parce qu'il n'y a pas de fondation. Donc au fur et à mesure, tout ça, ça va se casser. C'est en train de s'écrouler, c'est en train de s'effondrer. Pour lui, c'est pas grave. Pour cette maison inhabitable, Eric a déjà dépensé plus de 120 000 €. Tous les mois, il doit en plus rembourser 1 100 € de crédit pour l'achat du terrain. Et quand Eric demande au constructeur de réparer ses erreurs, celui-ci refuse. Il veut d'abord être payé en intégralité avant de corriger les malfaçons. Mais Eric ne veut pas verser un centime de plus, il n'a plus confiance. On est au bout du rouleau quand on voit tout ça. On lui a payé tout ce qu'il fallait faire et en plus, on a trop payé au vu des malfaçons que je vous ai montrées là et qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il y a des soucis quelque part. Et aujourd'hui, cette personne, le 24 juillet, elle nous laisse comme ça, elle abandonne le chantier et débrouillez-vous. Mais c'est inadmissible. Mais de la part d'un professionnel, c'est inadmissible. Avec ces erreurs qui sont faites, c'est inadmissible. Pourquoi ce constructeur a-t-il refusé de réparer ses erreurs et déserter ce chantier si brutalement? Nous décidons de le retrouver. Il habite à une quarantaine de kilomètres du domicile de la famille. Nous sommes accompagnés d'un ami d'Eric. Il fait partie d'une association qui soutient les maîtres d'ouvrage en conflit avec leurs constructeurs. Nous filmons en caméra cachée. C'est pourquoi exactement? Pourquoi vous avez arrêté le chantier? Parce que normalement, parce qu'il paye pas. Non, mais un arrêt de chantier, ça se fait sur décision de justice. Non, pas du tout, non. non. De chantier, là. Non, pas du tout, c'est pas un abandon de chantier. On a écrit, on lui a bien écrit que bon, mais s'il payait pas, on arrêtait le chantier. C'est pour le faire réagir. Il y avait des petites reprises à faire, ça justifie pas un non-paiement, quoi. Mais vous ne voulez pas réparer les malfaçons d'abord avant d'être payé? Mais on est encore en train de tirer sur la corde, là. Il y a un moment donné où vous pouvez pas, excusez-moi, je vais être cru, mais vous devez arrêter d'écarter les cuisses. Le constructeur ne veut rien entendre. Pour lui, les malfaçons sont minimes. Et le coupable serait le maçon présent sur le chantier. C'est vrai que le premier maçon avait mal posé les briques. Oui, mais au final, c'est vous qui êtes responsable des gens que vous embauchez. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais on ne peut pas être tout le temps sur le chantier toute la journée. Le maître d'œuvre refuse de reconnaître ses torts. Mais une chose est sûre, il ne veut pas retourner sur le terrain d'Eric. Nous avons contacté le maçon qui l'incrimine. Ce qu'il raconte est édifiant. Selon lui, personne n'a suivi les travaux. Mais vous vous sentiez un peu perdu sur ce chantier? Oui, complètement abandonné, avec 2 manœuvres, en plus ils étaient même pas dans du métier. Il y en a qui étaient cuisiniers, il y en a qui sont mis dans le bâtiment. En tout cas, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde qualifié sur le chantier, c'est ça? Il n'y avait personne, mais à part moi, comme moi, je n'avais pas trop monté des briques comme ça. Donc, voilà. Un patron absent, des ouvriers incompétents, la maison d'Eric est tombée entre de mauvaises mains. Le père de famille a désormais décidé de s'en remettre à la justice. Il a pris un avocat et veut demander l'annulation du contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour le retard de livraison et les malfaçons. En attendant, il va devoir passer un 2e hiver dans son bungalow, car la famille n'a pas les moyens de louer un appartement. Hop, attendez, je mets le chauffage, là. Hein? Est-ce qu'il fait froid? Oui, ça commence, là on va le mettre à fond. Voilà. C'est malheureux, mais je me sens coupable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Pour votre famille? C'est ça. Pourquoi vous sentez coupable? Tout simplement parce que j'estime qu'un père de famille doit pouvoir faire en sorte de rendre sa femme heureuse avec ses enfants. Mais bon, on pensait pas qu'on est tombé dans cette situation-là. Donc c'était provisoire, c'était 4 mois maximum, 6 mois, grand délai, quoi. Pas 1 an. On va rester dans le mobile maintenant? Bah j'espère pas, non. Ça n'aura pas 1 an, toi. Eric et sa famille redoutent une longue bataille judiciaire. Pour le moment, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Ces conflits entre constructeurs et propriétaires peuvent parfois prendre une tournure dramatique, jusqu'à plonger des familles dans la précarité. En banlieue parisienne, à Limay, Mohamed et Latifa craignent de se faire expulser de leur propre maison. Désespéré, Mohamed a même entamé une grève de la faim pour se faire entendre. Cela fait 3 semaines qu'il ne s'alimente plus. Au début, on va dire c'était un mauvais rêve ce qu'on a vécu dedans.
depuis 2006, c'est un cauchemar. Je ne veux pas faire vivre à mes enfants l'expulsion. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils se battent depuis 13 ans. 13 ans pour garder leur maison. En 1999, Mohamed, informaticien, et Latifa, mère au foyer, décident de faire construire leur villa. Les travaux commencent, mais à leur retour de vacances, l'entrepreneur a déserté le chantier et déposé le bilan. Il a disparu. Mohamed et Latifa découvrent aussi que l'assurance contractée par le constructeur est fausse. Résultat, aucun dédommagement n'est possible, alors que la maison est inachevée. Là, on est à l'étage qui était censé être le lieu de vie. Là, c'était une suite parentale, la grande chambre pour les parents. Ça devait être divisé en 2 chambres et salle de bain là-bas au coin. Non seulement le premier étage est inhabitable, mais la toiture réalisée par le constructeur menace de s'effondrer. J'ai découvert une charpente qui n'était pas du tout bien faite, tenue avec des étais n'importe comment. On s'attendait à ce que ça s'effondre à n'importe quel moment, hein. Et on l'a vécu quand il y a eu la tempête. Il y a pas mal de choses qui sont tombées sur nous. La famille va vivre au rez-de-chaussée sans chauffage pendant des années. Elle continue pourtant de payer les 800 € de crédit. Les 2 enfants, âgés à l'époque d'une dizaine d'années, ont très mal vécu cette période. Tu le vois avec eux direct. On rentrait à la maison, il y avait de l'eau partout, il y avait des inondations, il y avait de la boue quand on rentrait, on ne pouvait pas aller jouer dehors, puisque voilà. Puis après, surtout quand on rentre, qu'on voit que nos parents ils sont tout le temps énervés, ils sont tristes, on voit qu'ils font leur maximum, mais ils voient très bien que ça ne marche pas. On a vraiment subi cette maison, on n'a pas vécu dedans, on a vraiment subi cette maison. Cette maison, inachevée à cause d'un entrepreneur malhonnête, est le début d'une spirale infernale pour la famille. Ils n'ont pas assez d'argent pour se reloger et s'entêtent à vouloir terminer eux-mêmes les travaux. Puis Mohamed connaît une période de chômage de plusieurs mois. La famille n'arrive plus à payer le crédit et doit à la banque 21 000 €. Finalement, la maison est saisie par la justice et vendue. Une descente aux enfers pour cette famille, si fière d'acheter ce grand pavillon, le rêve de toute une vie. Là, l'expulsion, la menace de l'expulsion, ça vous fait peur? Je ne veux même pas y penser. Mais mes espoirs, c'est que je reste, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui surgit, qui fait que ça s'arrange. Mais une semaine plus tard, l'expulsion est prononcée. Quand nous les retrouvons, Mohamed et Latifa viennent d'être jetés à la rue. Ils sont encore sous le choc. La police est venue le matin même. Toutes leurs affaires sont restées à l'intérieur. On nous a sortis à 9 h du matin et ils avaient déjà ouvert le portail. Ils n'ont même pas attendu qu'on leur ouvre. Je n'ai pas eu le temps de m'habiller. Je suis encore avec le haut de mon pyjama. J'ai juste eu le temps, après, de mettre un jean. Là, ils ont changé la serrure. Et le portail, ils l'ont barricadé derrière avec des planches. Donc, du coup, on ne peut plus l'ouvrir. Même les choses minimales, vos papiers, vos documents, vous savez qu'elle est derrière et qu'ils ont fait en sorte que vous ne puissiez pas y accéder. Latifa et Mohamed ne pourront rien récupérer aujourd'hui. Ils vont devoir attendre l'autorisation du nouveau propriétaire. Il y a 13 ans, qui n'ont pas été faciles et qui se soldent comme ça, c'est quand même malheureux. Depuis leur expulsion, la famille tente de se reconstruire. Mohamed a cessé sa grève de la faim et repris le travail. Il espère éponger ses dettes et peut-être un jour acheter une nouvelle maison. Au nord de Marseille, dans le quartier du Régali, ce ne sont pas les maisons, mais les terrains qui posent problème.
les habitants ont depuis quelque temps d'étranges surprises. Des éboulements se multiplient. En quelques années, cet ancien petit village s'est transformé. Avec sa vue imprenable sur la Méditerranée, il est devenu la proie des promoteurs. Villas, parkings, appartements, les constructions s'enchaînent et les habitants s'inquiètent. Des 10 ans qu'on se bat pour dire que ces terrains, il ne faut pas construire dessus. Et qu'on nous dit, laisse faire voir. Des banderoles affichées sous le nez d'un des responsables du programme immobilier qui fulmine en observant la scène. Ce qui m'étonne, c'est toute cette mise en scène de décorum. Et je vais descendre avec le couteau que j'ai dans la poche, puis je vais enlever la banderole qui est en bas. Il a enlevé la pancarte. Cette banderole, sur un terrain, appartient à un projet réel. Je suis tout sauf un voyou. Eh, pourquoi on peut pas s'entendre? On peut pas s'entendre. Et pourquoi? Justement, il faut du dialogue. Il faut qu'on dialogue. C'est dommage. Si les habitants en ont assez, c'est qu'ils craignent pour leur sécurité. À chaque coup de pelleteuse, à chaque nouveau chantier, des problèmes apparaissent, comme des éboulements ou des fissures. Ange Sinebaldi habite le quartier depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, il se plaint que sa maison tombe en ruine. Ça fait une cassure ici, une cassure là. Alors là, vous avez cette fissure qui traverse complètement le mur. Je l'avais essayé de la reprendre, mais ça ne sert à rien, elle revient, oui. Devant chez lui, un tout nouveau chantier. 2 immeubles de 30 logements vont bientôt sortir de terre et il craint que sa maison ne tienne pas le choc. Et ça y était pas. C'est depuis qu'ils ont commencé à faire tous les travaux qu'ils ont fait en face et les travaux qu'ils attaquent là maintenant. Et pas moyen de les arrêter, hein, parce qu'ils ont toujours raison. Ils te disent, nous on a eu le permis et on fait ce qu'on veut. Elle se casse en deux la baraque, vous voyez? Elle s'en va. Dans le quartier, Ange Sinebaldi n'est pas le seul à avoir de mauvaises surprises. Il y a 2 ans, à 100 mètres de chez lui, les jardins de 4 villas à 300 000 € chacune se sont effondrés. Un peu plus loin, une nouvelle catastrophe. Une colline entière a glissé jusque sur la terrasse de 2 familles, locataires de ces maisons. Quand elle est tombée, Mohand, sa femme et leurs 2 enfants étaient à l'intérieur, en train de dormir. C'était comme une explosion. Voilà, tu l'attends comme quelque chose, il est bon. On a eu quoi? De la terre avec de la boue qui commençait à dégouliner dans la cour, dans le jardin. Vous avez eu peur? Ah oui. Moi, mon fils, il a peur. Ah, même le grand, il a attendu. On a eu 3 jours, on a eu 3 jours de pluie et pendant ces 3 jours, même moi, j'ai pas dormi toute la nuit. On est obligé de dormir avec eux, quoi. Est-ce que vous avez peur que ça recommence? Oui, tant qu'ils feront pas le nécessaire, oui. Je pense que ça va retomber, quoi. Ah oui. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien qui retient la colline, quoi. Dès qu'il y a un peu de vent, on a toutes les poubelles des voisins qui viennent dans le jardin. Si je mange là, que le petit s'amuse, une planche qui s'envole, ça va prendre de la tête. Moi, je ne peux pas me laisser mes enfants s'amuser dans le jardin, c'est impossible. Un jour ou l'autre, ça arrivera un accident grave. Dans la maison voisine vit un couple âgé et malade. Leur fille, Dalila, les a envoyés quelque temps chez des amis, car ils sont traumatisés par ce qui est arrivé. Dalila, elle, est en colère. Elle estime que rien n'a été fait pour éviter cette catastrophe. Le mur de protection, censé retenir la colline, n'était pas assez solide. Des pierres, esthétiquement, c'est très joli. Mais en fait, c'est des pierres qui ne sont pas bien tenues avec le ciment ou quoi. C'était juste posé. Ça, c'était censé tenir la colline, là. Tout à fait. Et c'est ça qui est tombé. Vous voyez les pierres, là. Vous les voyez, là. C'est ce que je leur en veux, c'est qu'ils font rien. Ils appellent ça une sécurité. Moi, j'appelle pas une sécurité. À l'intérieur, la maison est plongée dans l'obscurité, car le propriétaire a fixé des planches aux fenêtres. Une mesure de sécurité qui semble bien dérisoire. Comme vous voyez, ils ont barricadé avec des planches de la ferraille pour pouvoir, soi-disant, sécuriser la colline pour pas qu'elle se dévaste dans l'appartement. Ça fait 8 mois que ça dure. Nous, on veut pas ça. On veut qu'on ait de la lumière, comme tous les êtres humains. On a l'impression d'être en prison. Dans 1 mois, les parents de Dalila seront de retour. Elle craint que la situation n'ait pas changé. Alors, Dalila a décidé de se battre aux côtés des habitants du quartier. Ce soir, ils ont convoqué la presse et quelques élus des mairies d'arrondissement pour tirer la sonnette d'alarme.
Moi, j'en ai marre d'entendre les élus, pas les élus, tout sera plat-plat. Ce que je veux, c'est du concret. Qui se déplace et qui vient voir l'état des lieux. Et après, on parlera du reste. C'est tout ce que j'ai à dire. Que se passe-t-il donc dans ce quartier du Régali? Qui est responsable de ces catastrophes? Le constructeur négligent ou la mairie qui accorde des permis de construire sur des terrains fragiles? Car ce quartier, implanté sur des sols très argileux, n'a pas bonne réputation. En 1995 et 1999, non loin de là, un collège s'était effondré, puis un cinéma avait dû être fermé suite à un affaissement de terrain. Nous sommes allés voir Danielle Servant, adjointe au maire depuis 17 ans. C'est elle qui a délivré le permis de construire au promoteur. Vous avez délivré le permis de construire à Projet Réal. Quand vous l'avez signé, est-ce que pour vous, il n'y avait aucun problème prévisible sur ce terrain? Lorsque j'ai signé ce permis, j'avais des avis des différents services qui étaient des avis favorables. Signé, mais là, après coup, vous avez dit il y a peut-être une erreur. J'ai demandé qu'on revienne sur tout, pour être vraiment sûr. Je ne voudrais pas qu'il y ait eu une erreur quelque part. Une erreur de l'étude géologique, par exemple. Voilà, hein. Pour elle, le responsable, c'est avant tout le constructeur, qui n'aurait pas suivi les recommandations précises demandées par la mairie. C'était un terrain fragile, ils avaient une autorisation de permis bien précise, et puis ils ont fait, je ne sais pas, son maître, je ne sais pas qui c'est, qu'il y a une erreur de fait. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse son travail correctement, voilà, c'est tout. La mairie décline toute responsabilité. Mais le constructeur, Projet Réal, refuse lui aussi de porter le chapeau. Bonjour madame, Christopher Paget. Selon le PDG, c'est un de leurs sous-traitants qui aurait été négligent. Les précautions, elles étaient prises, mais c'est la mise en œuvre qui n'était pas bonne. Le responsable, c'est pas nous, c'est l'entreprise extérieure qui a mal exécuté une partie des travaux. Nous lui avons montré les images que nous avons tournées. Des maisons fissurées, la colline qui s'effondre et des glissements de terrain dans des jardins. Mais selon le PDG, il n'y a rien d'inquiétant. Non, mais c'est quand même un problème ce qui s'est passé. Ça aurait pu tuer des gens. Mais ce n'est pas le cas. Ne faites pas des procès d'intention. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est menaçant? Non, madame, il n'y a pas de risque et ce n'est pas menaçant. La mairie accuse le constructeur qui lui-même montre son sous-traitant du doigt. Chacun se renvoie la balle et reporte la responsabilité sur les autres, quitte à en oublier les victimes. Mais Dalila ne veut plus attendre. Avec ses sœurs, elle a décidé d'aller voir directement le propriétaire de ses parents. Elle veut des explications, car jusque-là, il a toujours refusé de la recevoir. Ils ne répondent pas au téléphone. Juste qu'ils ne font pas les travaux chez mes parents. On va se déplacer pour voir s'ils peuvent nous recevoir. C'est mon dernier recours pour pouvoir un peu satisfaire mes parents, oui. C'est mon dernier recours. Le propriétaire de la maison est une très grande entreprise de HLM à Marseille. Bonjour. Bonjour, je vais voir Non, Dalila insiste. Un responsable accepte alors de venir les rencontrer dans le hall d'entrée. Bonjour. Ça fait 8 mois qu'on vous appelle. 8 mois, monsieur. 8 mois, vous n'avez même pas été capable de nous répondre sur le sujet. Là, maintenant, il y a du ras-le-bol, monsieur. Il faut nous comprendre. Il y a quelques temps encore, je savais que de dire des vols-paroles. Maintenant, je sais que demain, j'aurai une décision du tribunal. Et dans ce jugement, nous avons demandé à ce que le constructeur, qui est la société Civil-Stack, Projet Réal, soit condamné à exécuter les travaux préconisés par l'expert. Après 8 mois sans aucune réponse, l'homme leur annonce qu'ils ont attaqué en justice le constructeur Projet Réal. Comme la mairie, ils estiment que ce sont eux les responsables. On l'a acheté à Projet Réal. Nous ne pouvons pas intervenir alors qu'il y a un sinistre de faire des choses à leur place. De toute évidence, le propriétaire ne veut plus rien avoir à faire avec ce dossier. J'ai rien d'autre à vous dire. Bon, je ne sais pas votre nom. Monsieur Pérez, il y a 14. Moi, je n'ai rien à foutre de Projet Réal. Je n'ai pas affaire à Projet Réal, moi. J'ai affaire à... Aujourd'hui, il ne me reçoit même pas dans son bureau, il me reçoit dans un accueil. Le lendemain de cette visite, Dalila apprend que Projet Réal est finalement condamné par la justice à exécuter les travaux dans les maisons des deux familles. Mais le constructeur a décidé de se retourner contre son sous-traitant. Une procédure judiciaire qui risque de durer de longs mois.
Les parents de Dalila ont maintenant regagné leur maison et ne savent pas du tout à quel moment les travaux débuteront. Le quartier du Régali n'est pas l'unique scandale immobilier de la région. À Marseille, comme partout en France, un nouveau business se développe. Le chantage au permis de construire. 70% des projets sont attaqués, souvent pour des raisons fantaisistes. Résultat, 3000 logements sont bloqués. Roland Blum, premier adjoint au maire, a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Car à Marseille, on ne compte plus le nombre de chantiers abandonnés, comme ce terrain encore en friche. Normalement, vous auriez dû avoir les 276 logements. Or, pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien du tout. Là, c'est assez important, puisqu'il est prévu là 200 logements, plus 177 chambres d'étudiants. Il est bloqué depuis combien de temps? Alors, il est bloqué depuis 3 mois. Et ça va jusqu'au bout, là-bas. Et c'est plusieurs hectares. Hein. Alors là, c'est un autre chantier bloqué. Vous voyez, on voit très bien d'ici là. Ici, en plein centre-ville, ce sont 200 logements qui devaient être construits, mais aussi une crèche et une maison de retraite. Là, vous avez des enfants qu'on ne peut pas accompagner à la crèche, vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas utiliser l'espace senior. Ça a une perte économique pour la ville importante, c'est des emplois qui ne peuvent pas être créés, ou même, pire, qui risquent d'être détruits. Pour les auteurs de recours, rien de plus facile que de bloquer un projet. Il suffit d'habiter à proximité du chantier et d'envoyer une lettre motivée à la mairie, puis au tribunal administratif. Le temps que la plainte soit instruite par les juges, le projet ne sort pas de terre et cela peut durer des années. Alors, les auteurs de recours en profitent pour demander de l'argent en échange du retrait de leur plainte. Pour dénoncer ce chantage, un promoteur a rendu public l'enregistrement téléphonique de sa conversation avec un avocat. Cet avocat représente les intérêts de 2 voisines qui ont déposé un recours contre un projet immobilier. Sa demande est sans ambiguïté. Mes clients seraient d'accord pour retirer le recours gracieux pour une enveloppe financière de 300 000 €. C'est énorme. Hein. Là, si vous voulez mon point de vue, le montant est démesuré, quoi. Est-ce qu'éventuellement, s'il fallait peut-être aménager quelque chose dans la maison, je sais pas moi, reprendre l'isolation thermique, rajouter une pièce, vous voyez. Je crois que la préférence, j'en suis sûr même, de mes clientes est réellement d'obtenir le versement d'une somme d'argent. Ce genre de chantage est désormais courant dans toute la France. Certains en font même un véritable business. Depuis 5 ans, un homme est la bête noire des promoteurs marseillais. Sur une trentaine de recours en 2011, il en aurait signé une quinzaine. Comme beaucoup d'autres, le promoteur Éric Foyard en a été victime. Son projet de 476 logements a failli ne pas voir le jour. Mais Éric n'a pas voulu se laisser faire, il a mené sa propre enquête. Pour commencer, il a d'abord voulu vérifier que l'adresse donnée par le plaignant existait vraiment. La première fois que je suis venu, mon premier réflexe a été d'aller voir la boîte aux lettres et la sonnette. Bon, il n'y avait rien, il n'y a pas de nom sur la sonnette, il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres. Depuis, voyant que c'était un point faible dans leur méthode d'attaque, ils ont mis le nom de la société au-dessus de ce local. Apparemment, il s'agirait d'une adresse fictive. C'est pour faire entrer la lumière dans le magasin, ça. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de magasin? Mais non, il n'y a rien du tout. C'est pas qu'il est fermé, il n'y a rien. C'est muré, là. C'est absolument bidon. C'est une société qui a attaqué notre permis de construire au motif que le nouveau quartier qu'on veut construire à 1 kilomètre d'ici allait nuire à son fonds de commerce. Et quand nous interrogeons les commerçants du quartier, personne non plus n'a jamais vu ce magasin ouvert. Il n'y a jamais eu d'activité? Bah même c'est arrivé qu'ils ont loué le local direct, mais jamais eu d'activité. Il n'y a pas d'activité à côté? Le propos, c'est pas c'est terminé. Ouais. C'est un stockage. Pour moi, c'est un stockage à l'intérieur. Sur la pancarte du soi-disant magasin de sport, un numéro de téléphone. Nous appelons et tombons directement sur l'auteur des recours. Je veux vous rencontrer parce que vous êtes l'auteur de plusieurs recours au permis de construire. Je comprends pas. Vous voulez pas qu'on se voit? Avec l'actuel des choses, je ne peux pas
avoir un entretien avec un journaliste. Par contre, je vais demander à mes avocats si je peux. S'ils m'autorisent, je vous appelle. L'homme ne donnera pas suite à notre demande. Il est insaisissable, mais sa technique est bien rodée. Pour chaque nouveau recours, il trouve une nouvelle adresse à proximité du chantier qu'il veut attaquer. Des magasins comme celui-ci, souvent fermés, des appartements en plein centre-ville ou même des boulangeries comme celle-là. Excusez-moi, madame, je voulais savoir, est-ce que monsieur est là? Avertis pas quand il passe. Ah, il vient pas le soir pour faire mes boutiques ou... Ah ben non, mais c'est pas le patron, c'est le propriétaire des murs, mais c'est pas le propriétaire du fonds de commerce. Une multitude d'adresses pour une multitude de recours. Une méthode qui marche, car très souvent les promoteurs cèdent au chantage et paient une sorte de rançon pour sauver leur projet. Ce chef d'entreprise, qui souhaite garder l'anonymat, s'est retrouvé des dizaines de fois face à ce spécialiste des recours. Il fait ça pour faire de l'argent, c'est tout. Il dit, voilà, je vous bloque votre dossier pendant 18 à 24 mois, ça vaut tant. Pour ne pas bloquer le projet là au bout de 6 mois, eh bien, on a été obligé de transiger, de négocier. Bonobard, il avait demandé 1 million d'euros. Donc il a fallu le ramener à juste raison. C'est ce qu'il demande quasiment systématiquement hein, sur l'ensemble des recours qu'il fait. Donc on a décidé de négocier une somme importante hein, de 250 000 euros. Il va s'installer à proximité. Des sommes qui se répercutent sur le prix des logements. Dans cette affaire, tout le monde se fait donc voler. Là, il l'avait fait, qu'est-ce qu'il... On est en face d'un système mafieux, organisé, clairement organisé, au même titre que d'autres systèmes mafieux d'escroquerie ou de vol, et qui, malheureusement, on est en face de gens qui ne risquent très peu de choses. Le recours abusif, au pire, il va peut-être avoir une amende de 3 000 euros. Par rapport aux sommes qu'il peut gagner dans ces affaires, le risque est minime. On est racketté, c'est du racket. En fin de soirée, nous réussissons enfin à rencontrer l'auteur des recours. Il est de passage dans l'un de ces commerces du centre de Marseille. C'est vous, monsieur? Ah, c'est vous, monsieur? Bonjour, monsieur. Alors, je vous ai parlé au téléphone. Voilà. Je vais vous donner ma position, madame. Non, je ne veux non. pas parler avec vous et je ne veux pas vous voir. Et donc vous, ça vous dérange pas que certains vous traitent d'escrocs à cause des recours? Ça ne me dérange pas. L'essentiel, vous laissez-moi travailler, que je dois pas pour. Si vous faites autant de recours, vous avez bien des raisons quand même. Est-ce que vous voulez que je vous appelle la police pour vous orper? Disposez. Malgré une récente amende de 3 000 euros pour recours abusif, l'homme continuerait encore son étrange business. Aujourd'hui en France, des amendes trop légères et des tribunaux administratifs encombrés offrent une impunité presque totale aux auteurs de recours abusifs. Devenir propriétaire, c'était le rêve de centaines de familles qui ont acheté des appartements à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Avec ses 1500 logements, la cité du Chêne-Pointu est une des plus grandes copropriétés de France. Mais ce qui devait être un bon investissement s'est transformé en véritable piège pour les propriétaires. Car aujourd'hui, la cité s'est dégradée. Madeleine a 70 ans. C'est une des plus anciennes habitantes de la cité du Chêne-Pointu. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu le feu. Il y a eu des gravats, ils ont foutu le feu. C'est arrivé le soir, en pleine nuit. En 45 ans, je reconnais plus Clichy, moi. Pourtant, quand elle est arrivée avec son mari en 1965, son immeuble était flambant neuf. Oui, le premier jour que j'étais venue, ben, il y a 45 ans, visiter l'appartement, la loge était ouverte. Il y avait des fleurs dans le hall, accrochées aux rambardes. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que je puisse habiter ici, tellement c'est beau. Ben maintenant, là, il y a un carreau, là, il n'y en a pas. Que s'est-il passé dans cette cité de Clichy-sous-Bois? Il y a 45 ans, ces immeubles modernes faisaient la joie des classes moyennes. Des centaines de familles, comme celle de Madeleine, s'y sont installées. Puis les crises économiques sont passées par là. Les appartements ont été vendus à des familles plus modestes. Mais entretenir ces grands ensembles coûte très cher. Ces nouveaux propriétaires se retrouvent donc écrasés par le poids des charges et ne savent pas comment s'en sortir. C'est le cas de Michael. Ce père de famille est agent de sûreté dans un aéroport.
Il a acheté il y a 2 ans et il va de surprise en surprise. Et à partir d'ici, bon, je crois qu'on va avancer en apnée, à défaut de masque. Cet après-midi, il veut descendre dans sa cave récupérer un bureau. Mais tout est inondé. Et là, malheureusement, bon, je ne pourrai plus l'utiliser. Certainement, le bas, c'est pourri à cause de cette eau. Comment se fait-il qu'on laisse dans cet état des caves? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on reçoit des factures comme quoi c'est mentionné travaux ou réparations. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on ne voit jamais ces travaux et ces réparations. Michael est en CDI et gagne 1 500 € par mois. Il pensait avoir fait une bonne affaire en achetant cet appartement pour 65 000 €. Non seulement la cave est inutilisable, mais son logement n'est pas en très bon état. Ouais, il suffit de voir pour savoir que c'est... Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les charges très lourdes qu'il doit payer tous les mois. Je peux vous assurer, madame, chaque mois, minimum, j'envoie 300 €. Chaque mois. 300 € de charge. Voilà. On nous demande aussi de mettre de l'argent dans un trou qui ne se remplit jamais, quoi. Là, quand son crédit et les charges sont payés, il ne lui reste presque plus rien. Michael s'inquiète pour l'avenir. Imaginez, d'ici 2 ans, je ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est l'huissier qui va venir me dire, monsieur, si vous sortez de votre appartement, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient plus. Au Chêne Pointu, la copropriété est endettée. 6 millions d'euros de charges impayées. Car beaucoup n'ont pas les moyens de régler la facture. 2 tiers des propriétaires vivent en dessous du seuil de pauvreté. Impossible dans ces conditions de réparer les ascenseurs en panne depuis des années. Alors depuis quelques mois, Nasser joue le rôle de porteur. Madame Barois, bonjour. Client favori. Ah, client favori, voilà. Ah oui, si on n'avait pas, il faudrait l'inventer. C'est un homme qui remplace un ascenseur. L'homme qui remplace la machine. Bien, madame. Eh bien, on y va. Allez. Allez-y. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme oui. tout le matin. Nasser est employé par une association financée par la mairie de Clichy-sous-Bois. 5 jours sur 7, 20 heures par semaine, il est là pour porter courses, poussettes ou caddies. Il faut être en forme, bien sûr. Pour les personnes âgées ou malades qui vivent dans les derniers étages, cette situation est catastrophique. Bonjour. Comme pour Maurice, 65 ans. Suite à un cancer, il peut à peine marcher. Nasser vient donc chercher ses courses jusqu'à sa voiture. Je sors qu'une fois par semaine. C'est trop dur à monter et descendre. Je descends vraiment quand j'ai besoin de faire des courses ou je dois aller à la poste ou quelque chose d'urgent, quoi. Là, je suis vraiment pris en otage. Pour Maurice, monter ces 7 étages est un véritable calvaire. Ah là, monsieur, on est arrivé. Hein. On arrive, ça souffle. Oui. Monsieur, bon courage. Au revoir. Merci, bon courage aussi pour vous. Comme Maurice ou Michael, la majorité des propriétaires du Chêne Pointu rêvent de partir. Mais dans une copropriété aussi dégradée, ils n'arrivent pas à vendre leur appartement. Alors, propriétaires et agences immobilières sont prêts à tout pour s'en débarrasser, jusqu'à transformer la réalité. Nous nous sommes fait passer pour des acheteurs. Sur un site d'annonce, nous avons repéré un appartement au Chêne Pointu. Un beau 4 pièces avec jacuzzi et ascenseur pour la somme de 120 000 €. Un prix étonnant, car dans la cité, les appartements se vendent 45 000 € en moyenne. Le vendeur nous fixe rendez-vous devant un des immeubles du Chêne Pointu. Ah, bonjour, vous allez bien? L'appartement est au 4e étage et, contrairement à l'annonce, sans ascenseur. Et vous savez quand est-ce qu'ils seront réparés, non? C'est tout un plan de restructuration qui est fait sur le Chêne Pointu. Non, sur cette partie-là, c'est la partie la plus belle. Ici, c'est un 67 mètres carrés. Dans la cuisine, un trou au plafond, des fils qui pendent,
des vitres cassées et quelques travaux à envisager. Des détails pour le vendeur. Vous voyez, les petites réflexions qui ont été oubliées. Voilà, mais ça va pas, c'est pas plus méchant que ça. Et quand on lui demande le montant des charges à payer, il minimise. Pour les charges, je sais pas, parce qu'elles sont assez élevées ici, non? On est à... Ouais, ça doit être dans les 200, à peu près 250 par mois. Pourtant, pour ce type d'appartement, les propriétaires payent aux chaînes pointues près de 400 € de charges par mois. Mais selon le vendeur, cet appartement, qui appartient en fait à sa fiancée, est une très bonne affaire. Les gens se disent après, oui, mais le coin et tout ça. Ah, mais acheter dans le 16e, vous allez acheter combien? Vous dans le 16 ou dans quel quartier, même dans le 15e, mais le rapport de rentabilité, vous ne l'aurez pas. Hein. Tandis qu'ici, vous le payez vraiment pas cher, et puis vous les louez super bien. Ça va louer 5 000 €. 1 000 € de loyer pour cet appartement en mauvais état. Le prix est exorbitant. Je trouverais des gens amis, là, vous pensez? Ah, moi, moi, je pense qu'il y a aucun souci. Hein. D'accord, mais il n'y a pas de locataires? Ah non, non. Parce que je sais que parfois, il y en a. Ouais, mais non, là, c'est vendu vide. L'appartement serait donc sans locataire et libre de suite. Mais là encore, l'homme ne dit pas toute la vérité. 15 minutes après notre arrivée, quelqu'un sonne à la porte. Ouais. Un homme vient de surgir et se jette sur le vendeur. L'homme est le petit ami de la locataire qui vit ici. L'appartement n'est donc pas vide. L'homme est très agressif car son ami aurait été mis à la porte brutalement par la propriétaire. Pour lui, cet appartement est un piège. Vous faites pas une bonne affaire, madame. Vous faites pas une bonne affaire. Et je vais vous tout expliquer après. Vous faites pas une bonne affaire. Nous appelons la police. Les deux hommes se calment un peu. Et la locataire nous explique enfin la situation. Elle dit habiter ici depuis 2 ans. Vous voulez acheter, c'est ça? Oui. C'est une foireuse, je suis locataire de l'appartement. Oui, oui. Je suis locataire, j'ai un mec de 3 ans. Elle m'a fichu à la porte. Vous voyez, la télé, tout ce qui est là, c'est à moi, en fait. Elle m'a quitté de vendre parce qu'elle est endettée. Voilà. À cause des charges? Voilà. Et madame, franchement, je vous conseille pas de... La police n'arrive pas. Le jeune homme décide alors d'emmener lui-même le vendeur au commissariat, car il veut porter plainte. En partant, la locataire nous confie alors que son loyer est beaucoup moins élevé que ce que promettait le propriétaire. Vous payez combien, vous, madame? Je payais 650 €. 650 €, nous sommes bien loin des 1 000 € avancés par le vendeur. Depuis notre tournage, l'appartement n'a toujours pas été vendu. Si certains propriétaires sont pressés de vendre, d'autres ont flairé la bonne affaire. Ce sont les marchands de sommeil. Ils n'hésitent pas à racheter pour une bouchée de pain des appartements qu'ils s'empressent ensuite de louer au prix fort. Olivier Klein est le maire de Clichy-sous-Bois. Il a grandi dans la cité. Combattre les marchands de sommeil est pour lui une priorité. Régulièrement, il les assigne en justice et les fait condamner. En ce moment, il a en charge le dossier d'une famille qui vit depuis longtemps dans un logement insalubre. Bonjour madame, Olivier Klein, je suis le maire de Clichy. Ça fait combien de temps que vous habitez là, monsieur Dansoko? Depuis 2002. 2002, d'accord. Ouais. Vous savez ce qui a déclenché l'incendie là? L'électricité, je crois. Un court-circuit? Bon, ici, il n'y a pas de fenêtre déjà. Elle a fait comme ça. Ah, la fenêtre, elle a été murée? Ah ouais, directement. En 2010, un incendie a failli coûter la vie aux enfants qui dormaient dans cette chambre. Les pompiers ont cassé la fenêtre pour entrer. Depuis, elle a été murée et la chambre est condamnée. Vous avez vu que l'appartement il était très abîmé. Vous n'aviez pas d'autre choix que de venir habiter ici? Moi, j'étais habité dans la FD. D'accord. Donc vous êtes venu parce que c'était plus grand, quoi? Voilà. Bon, j'ai pas de choix. J'ai laissé là-bas, j'ai pas de choix, j'ai venu. Voilà. La famille Dansoko vit depuis 10 ans dans ce logement avec leurs 6 enfants. La mère est femme de ménage et le père, ancien agent de sécurité, est en arrêt maladie. Il paye 700 € de loyer pour un appartement devenu invivable. Voilà, Ça ferme pas.
S'il y a des fois, bon, donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour caler. La porte, jamais faire les... Tu as vu les portes là? Des fois, les enfants qui mangent ça, tout le temps, nous tous, on est malades. Les enfants, ils sont malades tout le temps, on est chez le docteur. Ça vous étonne qu'il n'y ait toujours pas de travaux là, parce que l'appartement est dans un piteux état? Oui, c'est plus qu'étonné. Après, c'est le drame avec ses propriétaires qu'on va qualifier juste d'indélicats. Ça fait partie du travail très important qu'il faut mener sur cette copropriété, c'est-à-dire éradiquer les marchands de sommeil. Malgré 2 arrêts d'insalubrité, le propriétaire refuse de remettre l'appartement en état. Chaque fois, ce qu'il fait, il fait les malins, il fait les semblants. Il vient, il dit qu'il va prendre l'entreprise, il va venir, il va regarder partout. S'il venait avec l'entreprise, bon, on va plus. Là, c'est un propriétaire qui n'est pas correct. Dans quelques semaines, le propriétaire est convoqué devant le tribunal. Il va se retrouver face à la famille Dansoko et à la mairie de Clichy-sous-Bois, qui souhaitent le faire condamner. Merci, merci. Au revoir, bon courage. Merci. Au revoir, bon courage. Les marchands de sommeil ont aussi d'autres méthodes. Dans le même immeuble que la famille Dansoko, 5 étages en dessous, 14 personnes au total s'entassent dans un appartement de 70 mètres carrés. La propriétaire loue une chambre à chaque famille. Et là, vous habitez avec vos 2 enfants? 2 enfants, oui. C'est pas 10 mètres. Oh, c'est ça, c'est 10 mètres. Et vous payez combien pour cette chambre? C'est facteur. Je reconnais avoir reçu la somme de 420 €. Voilà. 420 € pour 10 mètres carrés. Dans la chambre à côté, la deuxième famille, un couple et 2 enfants, paye 700 € par mois pour 2 petites pièces en mauvais état. C'est milité beaucoup, il y en a beaucoup de milités. La troisième famille a maintenant quitté l'appartement. Elle vivait dans une autre chambre, aujourd'hui condamnée. Et là, il est 4. 4. Ouais. Et ils payaient combien? 420. C'est pas normal, 3 familles comme ça, ils vivent comme ça, c'est pas normal. Depuis 2 ans, les loyers ont été provisoirement suspendus sur décision de justice. C'est beau, mais c'est... Pour le maire de Clichy-sous-Bois, ces situations ne doivent pas perdurer. Et comment on fait la chasse aux marchands de sommeil, aux gens qui profitent un peu de la vie? D'abord, il faut les repérer, c'est pas simple. Et une fois qu'on les a repérés, c'est en attaquant là où ça lui fait mal, les impôts, le paiement des loyers si l'appartement est insalubre. Et il faut avoir cette capacité d'acheter à la place des marchands de sommeil les appartements. Et pour moi, c'est le meilleur instrument de lutte. Avec le soutien de la mairie, une société coopérative a déjà racheté une 40aine de logements et les remet en état. Tribunal de Bobigny. Ce matin, c'est le propriétaire de la famille Dansoko qui est convoqué devant les juges. Monsieur Dansoko est un peu inquiet. Il espère que le propriétaire sera condamné et contraint de réaliser les travaux. J'en ai marre de discuter. Tous les jours, discuter. Il n'y a rien à bouger. J'en ai marre de ça. Ouais. Vous espérez que la justice condamne le propriétaire? Oui, j'espère. La famille est assistée d'une avocate. Et la mairie de Clichy-sous-Bois est aussi représentée. C'est elle qui a porté plainte contre les propriétaires. Ces personnes sont effectivement poursuivies pour avoir soumis d'autres personnes, des familles avec des enfants, à des conditions d'hébergement indignes. Et ce que je peux vous dire également, c'est que ce n'est pas la première fois que nous connaissons de ce type de faits, notamment avec ces prévenus. Les propriétaires, ce sont eux, le père et le fils. Ils sont à la tête d'une société de biens immobiliers et posséderaient au moins 4 appartements aux Chênes Pointues. Ils sont connus de la justice car ils ont déjà été mis en cause pour avoir loué un appartement à plusieurs familles en même temps. Cette fois-ci, ils ont trouvé une bonne raison de ne pas faire les travaux chez la famille Dansoko. On avait signé un devis, on avait versé un compte pour le changer les fenêtres. Et l'entreprise nous a dit que je ne monte pas au 9e étage s'il n'y a pas d'ascenseur. Les entreprises qui veulent venir faire des travaux aux Chênes Pointues, ils ne viennent pas. Pour eux, cette convocation devant le tribunal est une injustice. Il est victime le temps, parce que c'est lui qui a mis son appartement dans cet état. Vous prenez l'appartement en 2006, vous le prenez en 2011, vous avez un
l'impression qu'il a été vandalisé, il a été mis à sac. 6 enfants, ils bouffent le plat. Ouais, c'est le cauchemar. L'audience va durer plus d'1 heure. Les propriétaires chargent la famille et l'accusent même d'avoir déclenché l'incendie dans l'appartement. Tard dans la soirée, le verdict tombe. Le propriétaire est sommé de faire les travaux dans un délai de 9 mois. S'il ne fait rien, il repassera devant le tribunal et risque 1 an de prison avec sursis et plus de 10 000 € d'amende. Ils veulent faire un exemple, c'est comme quand on cloue un corbeau sur une porte. Automatiquement, ils en ont après les marchands de sommeil. Donc, bon, les marchands bien, marchands de sommeil. Et vous savez quand vous allez faire les travaux? Vous avez déjà une date? Maintenant, il va falloir reprogrammer ça, mais il est évident que ça ne va pas tarder. Dans le mois, ou dans la semaine, ou dans les 2 semaines? Si on peut faire dans le mois, on fera dans le mois. Cet état d'insécurité qu'il a créé, on va en sortir. Monsieur Dansoko, lui, est très déçu, car il n'a plus confiance en la parole du propriétaire. Cela fait 4 ans qu'il attend que son logement soit remis en état. Ma famille est traitée comme un chien, quoi. Aujourd'hui, il dit oui, 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 demain, on va voir demain. Depuis notre tournage, les travaux n'ont toujours pas commencé chez les Dansoko. Aux chaînes pointues, une lueur d'espoir cependant. Récemment, le gouvernement s'est engagé à rénover les bâtiments les plus délabrés, reloger certaines familles et lutter contre les marchands de sommeil. Eric et sa famille voient peut-être la fin du tunnel. Un constructeur leur a proposé de les aider à finir leur maison s'il leur reste assez d'argent. Mohamed et Latifa, eux, ont abandonné leur rêve de propriétaire et louent aujourd'hui un petit pavillon. Quant aux parents de Dalila, ils attendent toujours que la colline soit dégagée. Le promoteur n'a toujours pas commencé les travaux.